Il existe tout un monde invisible qui influence notre vie. Aussi bien que des blessures ou des traumatismes ou des émotions un peu déstructurantes en nous peuvent littéralement influencer nos actions sans que nous sachions même parfois d'où ça vient, et bien de la même manière, il existe des énergies, parfois enfouies, cristallisées dans un lieu et pourtant vivantes, qui influencent la vie des occupants. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques exemples pour vous partager comment se crée ce que l'on peut appeler les entités dans des lieux de vie et comment parfois, sans le savoir, nous vivons dans une maison plombée, lourde, qui influence notre sommeil, qui influence notre bien-être et contre lesquelles nous ne pouvons rien faire si nous ne nettoyons pas notre lieu de vie. Car bien qu'elles soient invisibles, elles sont extrêmement agissantes. Si vous me découvrez dans cette vidéo, je m'appelle François Breton. Ça fait plus de 28 ans aujourd'hui que je pratique des techniques méditatives initiatiques et que j'œuvre, en tout cas dans les mondes de l'invisible, et plus de 15 ans que je suis formateur où j'ai accompagné aujourd'hui des milliers de personnes à une spiritualité plus autonome, plus incarnée et aussi vers des techniques de découverte des capacités intérieures et des mondes invisibles. J'ai créé la méthode Holosynergie, qui est une méthode d'harmonisation de l'habitat en collaboration avec les mondes de l'invisible, avec les esprits de la nature et avec l'aide et la présence d'espaces plus amoureux de notre essence. Et si vous désiriez apprendre à nettoyer, harmoniser, rééquilibrer un espace de vie, vous pouvez cliquer sur le lien de la formation Esprit de la nature, qui est une formation dédiée à l'harmonisation de l'habitat, mais qui est aussi un cursus vers une transformation intérieure, une initiation plus profonde à la découverte de soi, car on ne peut pas harmoniser et travailler sur un lieu. Alors quand je dis travailler, c'est œuvrer, avoir une véritable action, si nous ne sommes pas transformés nous-mêmes. Car nous ne pouvons manifester que ce que nous sommes. Et quand on rentre dans le monde de l'énergie, il faut tout simplement que nos réalisations, nos corps, notre vibration soient à la hauteur des aspirations que l'on désire manifester dans un lieu ou dans un espace de vie ou même dans des soins énergétiques, quels qu'ils soient. Nous sommes devenus tellement matérialistes que nous avons complètement oublié à quel point un lieu de vie, ça se charge, comme nous on se charge émotionnellement, comme nous on se salit toute la journée par la transpiration, par énormément de choses. On est tous d'accord pour dire qu'un lieu, physiquement, ça se nettoie, mais nous sommes peu à prendre soin des énergies, des objets ou des choses qui nous entourent, car eux aussi peuvent se charger et peuvent avoir une vraie influence sur notre bien-être. J'ai choisi de vous partager cet extrait de la formation Esprit de la nature, car elle traite d'une problématique à laquelle peu d'entre nous prennent conscience de ce qui se joue énergétiquement et de ce que nous pouvons manifester, incarner, créer en fait naturellement. Parce qu'il ne faut pas croire que ce que l'on appelle entité soit spécifiquement quelque chose d'extérieur à nous, que ce soit quelque chose qui vienne d'ailleurs, mais c'est très souvent des choses que nous créons nous-mêmes, que nous cristallisons et qui parfois peut devenir indépendant. J'espère vraiment que cette vidéo vous donnera de nombreux conseils, vous apprendra aussi des choses et vous permettra de prendre plus soin de votre lieu de vie pour que vous puissiez vivre et respirer dans un lieu qui puisse accueillir tout le travail de transformation que vous faites et tout le chemin que vous entreprenez chaque jour pour tenter d'être mieux. Parce que je vous assure qu'un lieu qui est sale, qui n'est pas nettoyé, qui n'est pas rééquilibré, complique véritablement les choses pour se sentir mieux au quotidien. Et pour tous ceux qui aimeraient une maison propre, si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à m'écrire, vous pouvez obtenir un devis gratuit et je me ferai un plaisir de vous répondre pour vous faire une proposition dans les 48 heures. Je vous souhaite un très bon visionnage. Mais imaginons maintenant qu'on ait des personnes qui viennent dans le lieu. Les personnes arrivent dans le lieu, un jeune couple, une personne seule, enfant, pas enfant, et commencent à vivre dans le lieu. Le lieu n'a jamais été habité. On s'entend, il n'y a jamais personne qui est venu. Cependant, par rapport à tout ce que je vous ai dit, vous avez bien vu qu'il y a déjà des énergies qui sont présentes. Il rayonne déjà quelque chose. Il est même peut-être plombé le lieu. À cause des matériaux, de la forme, géobiologiquement, du choix, de l'endroit à laquelle ça a été choisi, on a peut-être déjà un lieu qui va mal, alors qu'elle est neuve, il n'y a personne qui est venu dedans. Alors, imaginons les gens viennent, mais comme vous le savez, on transpire, on génère des énergies en fait tous les jours. C'est-à-dire que là, tout ce temps qu'on est, on génère des poubelles chaque jour. Entre la nourriture, le compost, les sacs poubelles, les emballages, l'énergie, les machins, la transpiration, etc., etc. Vous voyez, le lieu va devoir être lavé, les poubelles vont devoir être enlevées, le lieu va devoir être nettoyé. Et c'est quelque chose de normal. On ne se questionne pas, on dit c'est normal, le lieu va devoir être nettoyé. Mais la chose qu'on oublie, c'est qu'on le nettoie physiquement, mais on ne le nettoie pas énergétiquement. Donc, le mari va au travail
et se retrouve à, comment dire, aller au boulot, il est stressé, il arrive du boulot, il s'est pris la tête avec ses collègues, le patron, le machin, il arrive le soir dans la maison, il se pose, il décharge, il se prend la tête, alors je fais la caricature des choses, il se prend la tête avec sa femme parce qu'il n'est pas allé faire les courses, il ne s'était pas occupé de machin, il ne veut pas aller emmener l'enfant à l'école le lendemain, faut s'arranger pour machin, il va se coucher dans le lit, il se relâche, toutes les énergies subconscientes et inconscientes s'organisent pour le purger, donc tout ça, ça travaille, ça se dépose dans la chambre, hein, vous verrez que les chambres sont souvent, dans une lecture en tout cas des énergies du lieu, sont souvent l'endroit dans lequel on ressent le plus les énergies vraiment des habitants, de ce qui est déposé, de ce qui vibre, aussi bien positivement que négativement. C'est vraiment l'endroit dans lequel les corps vont aller travailler, vont aller œuvrer la nuit, et dans lequel ce qui est déposé, ce qui est transpiré, généralement se dépose. Mais petit à petit, au fur et à mesure que transpirent en fait ces charges émotionnelles, vous voyez, et qu'elles vont être déposées, toutes ces charges du vital inférieur, émotionnellement plombées, qui viennent d'un corps de souffrance, qui se décharge le soir, qui revient pas nettoyé, etc. Alors là, je ne vais pas parler des énergies positives, parce qu'il y a aussi ça, heureusement, mais on va parler vraiment de ce qui est négatif. Eh bien, ça descend, ça se stratifie. C'est comme comment dire, une mare de café, vous voyez, une tasse de café qu'on jetterait sur le sol, et que si on le nettoyait dès maintenant, on aurait juste l'éponge à passer. Mais que comme on ne le nettoie pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la tache de café, elle commence à se stratifier sur le sol, sur le parquet. Si on attendait le lendemain, on pourrait encore gratter un petit peu avec l'éponge sur l'autre côté, vous voyez, en mettant un peu plus d'eau. Mais maintenant, ça rentre dans le parquet. Au bout de 4 jours, 5 jours, une semaine qu'on a laissé la tasse de café, elle est carrément rentrée dans le parquet. On peut s'exciter avec l'éponge, on va l'abîmer le parquet. Là, ça a été pris par le bois, vous voyez. Il faudrait presque enlever 3 mm de bois et poncer. Il nous faut maintenant un outil. Il nous faut carrément maintenant une ponceuse pour enlever la tache de café. Voire pire, si c'est carrément rentré dans le parquet à un point où, si on n'accepte pas de le laisser, il va falloir carrément changer le parquet. Et la chose, c'est que c'est un peu la même chose. C'est que toute cette transpiration émotionnelle, eh ben, en fait, elle est au début volatile. C'est pour ça que je vous dis toujours qu'au début, toutes les techniques qui vont être des incantations un peu simples, des petites méditations simplissimes, de la sauge chargée, ou pas, même presque, bon voilà, imaginons qu'elle est nettoyée, etc. Ça peut travailler sur les énergies volatiles. On est vraiment sur la base du nettoyage, d'une énergie qui n'est pas encore cristallisée et qui n'est pas encore descendue dans les strates. À partir de là, on peut avoir des techniques simples. C'est pour ça qu'une hygiène simple, effectivement, on peut utiliser certaines techniques de nettoyage que l'on voit voilà, dans certaines propositions de techniques ou de conseils qu'on trouve peut-être sur le net. Mais cependant, à un moment, si les énergies commencent à descendre et elles se stratifient par couches, un petit peu comme si nous on avait une émotion et on vit une émotion hyper dure si on la traitait tout de suite. Et on s'autorisait à exprimer à l'autre la problématique. On s'autorisait à pleurer en fait de ce que l'on a vécu et tout ça. Et bien en fait, ça ne resterait pas en nous. Ce serait libéré comme un enfant qui pleure dès qu'il y a un problème. On ne le garderait pas. Mais nous, on le garde. On le garde, le ressenti contre un tel et un tel qui nous a fait ça, contre la trahison que l'on a vécue avec lui, nanana. Et petit à petit, ça reste à un endroit. Et ça nous bouffe en fait. Et un jour, ça va ressortir d'une manière presque inattendue envers quelqu'un d'autre, ou envers la personne 20 ans après. Et ça va même changer même nos propres choix de vie. Parce que c'est encore là, c'est encore en nous, on ne s'en est pas libéré. Eh bien, dites-vous que ces énergies qui descendent dans la maison, elles descendent. Elles s'imprègnent doucement par strates. Et petit à petit, comme une tache de café et une mare de café, enfin une tasse de café, descend dans le parquet petit à petit jusqu'à se cristalliser en tout cas et descendre, hein, ou une grande flaque d'eau qui va descendre dans la plaque de ciment, dans une dalle de ciment, eh bien c'est la même chose, ça va descendre doucement et ça va se stratifier par strates. Et au bout d'un moment, à force de purger, de machin, imaginons que ce couple y vit, la maison va baisser en vibration doucement parce que naturellement c'est pas nettoyé et le problème c'est que par le principe naturel de densité, les énergies qui sont basses ont tendance à descendre et à rester. Vous voyez, c'est toujours ce principe. Ce qui est lumineux élève naturellement. Et quand ça rejoint les plans qui sont divins, ça amène une vibration, une fréquence qui ne se stratifie pas dans les plans inférieurs. Alors que dès que c'est lourd, c'est pour ça qu'on dit on est plombé, on parle d'être plombé, je suis lourd, machin, et quand on dit ouais, tu sais, machin, on monte ce côté vers le bas. Parce qu'à un moment, toutes ces énergies, elles descendent et elles tombent par terre. Et si on ne les enlève pas, on ne les relève pas, on ne les prend pas, elles restent à terre. Et elles s'accumulent. Et en s'accumulant, elles en font une masse. Vous voyez? Une masse qui va grossir de plus en plus.
la famille, machin, je vous prends le cas caricature, hein. Le jeune couple est là, au bout de 3-4 ans, machin, imaginons, il déménage, il y a un autre couple qui arrive, qui reprend la maison, mais dès le début, ce couple-là, quand il va reprendre la maison, donc ce deuxième couple, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, ils arrivent dans une maison un peu plus plombée. Donc naturellement, déjà, c'est pas un hasard qu'ils arrivent dans cette maison-là, mais en plus de ça, imaginons qu'au début, ils allaient un petit peu mieux. Ils arrivent dans la maison, ils avaient quitté une autre maison qui était peut-être un petit peu mieux, et là, déjà, dès le début, comme par hasard, très rapidement, ils reprennent des plis de certaines énergies, on va dire des personnes qui étaient là avant. Un peu plus de mal à se réveiller, etc. Parce qu'ils sont dans l'énergie qui a été déposée. Cette masse vibratoire vitale qui est déposée, elle est vivante en fait. Elle est là, comme une sorte de truc. Maintenant, on rentre dedans dans la maison, on a déjà un casque sur la tête, on est un peu là, les gens dorment moins bien, se réveillent chargés. Et naturellement, en fait, eux-mêmes, qu'est-ce qui se passe? Comme ils sont plombés, ils ne sont pas contents, ils tombent un peu dans la dépression. Je vous fais le tableau noir. Ils vont déposer de nouveau, ils vont nourrir ces sentiments-là de ne pas être bien, de ne pas réussir, ils vont se prendre la tête dans le couple, ça va, hein, et de nouveau, ces énergies-là, ils vont continuer à nourrir la maison. Et le problème, c'est que quand on commence à cumuler des énergies grosses comme ça dans la maison, notre énergie individuelle ne fait plus le poids par rapport à une maison dans laquelle de multiples générations sont passées, en sachant que des fois, il y a quand même des trucs qui sont forts, hein. Il y a des choses, il y a des engueulades difficiles, il y a des colères, il y a des émotions lourdes, il peut y avoir des maladies, il peut y avoir... voilà. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Regardez, je prends un exemple. Je vous parlais des poubelles tout à l'heure. On va vider nos poubelles. Mais si on laissait nos poubelles en bas, vous voyez la salle du bas, on va laisser toutes les poubelles de tous les stages là. On ne les vide pas. On ne les nettoie pas. Qu'est-ce qui va se passer au bout de quelques semaines? Voilà, déjà, ça pue, mais il va y avoir des rats, il va y avoir des blattes, hein. Il va y avoir des fourmis, il va y avoir une quantité de bêtes qui vont être attirées pour ça, pour manger, parce qu'ils sont dans cette vibration-là, c'est leur truc de vie, ils ont à manger, etc. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, le lieu il va être plombé, il va commencer à y avoir des présences, des êtres, des entités, des charges qui vont venir vivre dans cette vibration, dans cette ambiance, car c'est leur vibration, c'est leur fréquence. Mais il peut y avoir même des cheminées négatives qui se créent, et ainsi de suite. Donc, au-delà même de se retrouver avec des énergies négatives dans le lieu qui génère, maintenant, il y a des entités qui viennent... c'est comme un restaurant, vous voyez, vous ouvrez un restaurant, vous n'avez pas la même population au McDo que vous avez dans un 3 étoiles Michelin, au niveau de la nourriture, vous voyez? Donc, c'est évident qu'à un certain niveau, si vous mettez des énergies qui sont plus négatives, en tout cas, dans le lieu, et vous plombez, et machin, vous nettoyez pas, etc., à un moment, les entités qui viennent, c'est pas les mêmes qui sont attirées par des énergies qui seraient plus hautes, ou choses comme ça. Sans faire d'analogie décalée, mais je veux dire, voilà, il faut comprendre que ce que l'on donne à manger attire ceux qui aiment cette nourriture. Et à partir de là, les énergies négatives sont forcément pas une nourriture pour des entités très lumineuses. Mais on va aller voir la chose que même des entités très lumineuses sont attirées par la lumière. Même les dieux, même les grands êtres de lumière sont attirés par ce qu'on rayonne. Et tentent de fusionner, tentent d'aider, tentent d'amener en fait leur lumière et même de s'unifier quand une personne rayonne ou arrive dans un espace dans lequel elle peut en fait vibrer quelque chose. Vous voyez, faut pas croire que c'est qu'un phénomène qui soit exclusivement négatif en tant que tel. Juste à cause du phénomène de gravité, on a affaire à des problématiques qui après ensuite on rentre dans une maison et il y a ce type d'entité. Alors il peut y avoir tout type d'entité, hein. Je ne vais pas rentrer dans tous les types d'entités, on en parlera si vous voulez parce que c'est assez complexe, hein. Il y en a de nombreuses, hein. Il y en a des qui sont complètement informes, il y a parfois même selon on va dire l'histoire de la maison, l'histoire des maisons environnantes ou des lieux environnants, c'est-à-dire des mémoires des terres, des guerres, de religions, de choses qu'il y a eu autour, il peut y avoir des âmes qui errent, hein, des âmes errantes, enfin en tout cas, hein, des corps vitaux un peu dégagés en tout cas de leur substance atmique, mais qui se retrouvent à errer en tout cas en quête de nourriture ou en perdison, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dissous, qui a encore cristallisé en tout cas dans une identification à des choses qui sont basses, qui vont aller se rapprocher du lieu et qui vont vivre dans le lieu. Ce qui fait que les personnes vont se retrouver là littéralement plombées, ils vont faire des cauchemars, les enfants auront du mal à dormir, ils vont pleurer, les enfants vont voir des monstres toutes les nuits, etc. Et puis les gens, ils ne retrouvent plus leur joie, ils ont du mal à trouver... voilà. Donc, on va arriver
à un tableau encore plus noir, pour comprendre en fait le phénomène, à un moment, et là on va rentrer dans un autre phénomène qu'il faut comprendre, celui des formes pensées et des égrégores. Parce que tout est lié. C'est-à-dire que notre pensée, elle est vivante. On a des pensées qui sont vivantes. Mais dans le phénomène de l'énergie des pensées, c'est-à-dire d'une forme pensée émotionnelle, ou même mentale, etc., voilà, on ne va pas en revenir, elles sont toutes liées, mais une forme pensée émotionnelle, vous savez que nous générons des formes pensées émotionnelles. Des formes pensées qui se cristallisent en fait en nous, parce qu'une forme pensée se cristallise naturellement, c'est une information en fait, qui est générée, il y a une envie, un désir, une réaction, une sensation, etc. Et cette forme pensée, elle va plus ou moins prendre de force selon l'intensité de l'énergie qu'on y met et l'identification à laquelle le lien que l'on a avec. Et la chose, c'est que quand nous créons un clonus cérébral, c'est-à-dire que nous nourrissons cette forme pensée, imaginons une addiction au chocolat, une addiction à je ne sais pas quoi, ou le fait d'avoir envie, etc. Et bien en fait, c'est une forme pensée qui petit à petit commence à être nourrie. Mais là, on va rentrer dans un fait intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment, et c'est très connu, parce qu'on rentre dans les phénomènes plus magiques, en tout cas, une forme pensée devient à un moment indépendante. C'est-à-dire qu'elle acquiert, comme à 0 degré, l'eau devient glaçon, et bien dites-vous qu'à un certain degré, en tout cas, de charge, une forme pensée devient indépendante de son créateur. C'est tout le principe de la création des élémentaires et de tout ce qu'on va retrouver dans les principes magiques et de la création naturelle des grands égrégores cosmiques, en tout cas de l'humanité collective. C'est-à-dire qu'il y a des grands égrégores, des formes pensées collectives qui sont complètement indépendantes. Et ces grands égrégores, quand on a des pensées de paix, de lumière, on nourrit ces égrégores de paix, de lumière. Quand on a des pensées de colère, d'énervement, on nourrit ces énergies-là, on nourrit ces égrégores. Mais en même temps, ces égrégores qu'on nourrit nous nourrissent automatiquement. On donne et on reçoit, on donne et on reçoit. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux. Plus on pense à la paix et à l'amour, plus on reçoit de la paix et de l'amour et plus on en donne pour l'humanité. Plus négativement on crée de la haine et de la colère, plus on nourrit les égrégores de l'humanité, qui vont nourrir d'autres personnes, et plus en même temps, ces égrégores-là nourrissent et nous ravitaillent de ce qu'on a généré, puisqu'on est des véhicules qui peuvent les nourrir. Vous voyez ? Alors, je ne vais pas rentrer plus dans le système des choses pour en arriver là où je veux en venir, mais la chose, c'est qu'il faut comprendre qu'une forme pensée est vivante. Et là, on rentre dans le principe des formes pensées négatives, c'est-à-dire des schémas, des patterns, ce qu'on appelle des schèmes, c'est-à-dire des pensées, des formes pensées individuelles qui deviennent littéralement déjà vivantes, mais en plus demandeuses d'énergie. C'est-à-dire qu'elles finissent même presque par nous tenir naturellement. C'est là qu'on retrouve certaines addictions à certaines drogues, comme la cigarette ou choses comme ça, etc. C'est-à-dire que naturellement, le corps vital, par l'intensité, par la drogue, par des substances, ou certaines habitudes, finissent par nous demander à manger. C'est-à-dire c'est comme un maître et son créateur, sa petite forme pensée. S'il n'y avait pas la forme pensée énergétique, par exemple, qui demande aux fumeurs de fumer, au-delà de substances biologiques, etc., la personne, en tant que telle, parce qu'on sait qu'à un certain niveau, vous voyez, on arrête de fumer, la dépendance à une cigarette est principalement psychologique. C'est psychologique. En 3 jours, à 4 jours maximum, il y a une dépendance physique. Le reste est psychologique. Ce qui n'est pas la même chose pour le crack, la coke, quoique la coke, non, c'est encore autre chose, ou l'héroïne, morphine, opiacés, etc., qui sont des drogues beaucoup plus dures, en tout cas pour l'organisme, et qui ne sont pas un manque de 3 jours. C'est quand même beaucoup plus long. Mais la chose, c'est qu'on est sur quelque chose de psychologique. Donc ça voudrait dire que si on tient 3 jours sans fumer une cigarette, on devrait pouvoir arrêter de fumer sans problème. Mais non, parce que derrière, on a nourri une forme pensée, on a nourri un schème. Pareil pour des addictions qui vont être des addictions liées à des colères ou des addictions sexuelles ou autre chose comme ça, etc. Il y a des charges qui se créent sur les centres correspondants. Et ces entités-là, elles vont demander à manger. On la nourrit et elle demande à manger. Et c'est pour ça qu'à un moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour des personnes qui fument des cigarettes, quand elles fument et elles arrêtent parfois de fumer, elles sont contentes, elles ont la volonté d'arrêter. Et à un moment, il y a comme une montée en pression d'énergie qui leur demande, comme qui leur demande à un moment, j'ai envie de fumer, et c'est plus fort. Elles pensaient qu'elles avaient réussi au bout de 2 semaines. Il y a un truc, et si elles lâchent ce moment-là, c'est comme si d'un seul coup, elles allaient se retrouver à fumer 2 clopes d'un seul coup d'affilée, comme si d'un seul coup, elles allaient même presque plus fumer en reprenant que de moins fumer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Et là, c'est intéressant parce que comme la forme pensée addictive, énergétique, cet égrégore, on va dire, enfin cet égrégore personnel, cette forme pensée, nourrit, on va dire, le grand égrégore en fait, qui est relié à ça au niveau mondial, et ben en fait, comme il s'épuise, et ce petit égrégore, cette petite forme pensée émotionnelle, et ben elle est le vecteur, on va dire, c'est lui qui fait le racket vibratoire et énergétique pour le grand égrégore. Et ben le grand égrégore, il voit qu'il est en train de perdre son petit serviteur qui donne de l'énergie. Comme il est indépendant, il redonne de l'énergie à cette charge-là. Et elle se rebooste. Et d'un seul coup, l'autre, il pensait avoir arrêté pendant 2 semaines. Et d'un seul coup, il a une envie comme jamais il en a eu envie. Il se retrouve là, prêt, il fumerait un paquet de cigarettes, il creuserait, il le fumerait. Alors que ça faisait 2 semaines qu'il avait arrêté. Il sentait qu'il était sur le bon truc. Il a carrément fumé le carton avec. Et parce que l'égrégore va lui donner une charge, une aide pour être maintenu. Et si la personne tient bien, petit à petit, l'égrégore, il va doucement baisser, la petite forme pensée va baisser, et l'égrégore ne pourra rien faire. Et la personne va réussir à se libérer de ça. Et psychologiquement, ensuite, il n'y aura plus cette accroche, on va dire, de cette entité qui demande à manger. Mais vous savez, une addiction au chocolat, c'est la même chose. Vous voyez, on a besoin de chocolat, on a ce petit chocolat parce que ça nourrit des parties vitales et on peut avoir à un moment, alors qu'on n'a rien demandé, envie de chocolat. Et à ce coup, on a vraiment envie de chocolat, on regarde, il est 4 heures, c'est normal, c'est mon heure de petit chocolat. Vous voyez, alors qu'en fait, cette pensée ne serait pas venue, on n'aurait pas eu envie de chocolat, on était en train de faire complètement autre chose, on n'en a même pas besoin. Vous voyez, pareil pour des gens qui ont des addictions à la nourriture, à la boulimie, à machin. Alors bien sûr, on s'entend, il y a plein d'autres causes, il y a de multifacteurs à ça. Mais cependant, il y a énergétiquement des formes pensées qui deviennent indépendantes. Et quand elles deviennent indépendantes, elles finissent par demander de la nourriture. Pareil pour quelqu'un qui est en colère. À un moment, elles vont devoir être nourries et elles vont en demander. Et c'est là que je reviens à notre exemple de maison. On a ces maisons-là. Et dans ces maisons-là, on a des gens qui vont générer une énergie négative par tout ce qu'elles vivent toute la journée. Alors, ce n'est pas exceptionnel, on le fait tous, on vit des choses qui sont difficiles, mais on ne nettoie pas le lieu. Le lieu se charge, il se charge de plus en plus, de plus en plus. Les charges deviennent de plus en plus lourdes, et ainsi de suite dans le lieu. Mais à un moment, qu'est-ce qui se passe ? La charge et le pourcentage de charge arrivent à un moment dans lequel les énergies deviennent une masse indépendante. Et cette masse indépendante, elle commence à demander de la nourriture à la maison. N'oubliez pas, la réalité dépasse toujours la fiction. Vous savez le film Le Blob avec ce blob qui arrivait, qui machin, etc. Eh bien, dites-vous, à un certain niveau, je dis bien un certain niveau, qu'il y a des entités qui sont comme ça, il y a des lieux qui sont comme ça. Et même parfois, et ça je vous le dis parce que j'ai quand même harmonisé, même peut-être plus d'1 millier de maisons, je vous dis, j'ai vraiment en tout cas il me semble, en tout cas une bonne expérience des nettoyages. Eh bien, si vous regardez, vous savez, des fois il y a des maisons qui sont toutes collées les unes contre les autres, on peut se retrouver dans des immeubles. Eh bien, en fait, à un moment, si vous voulez, dans les blocs de maisons, quand tous ils sont chargés, il y a un moment un rassemblement de ces charges. Comme elles sont collées, il y a comme une énergie qui se met, commune en tout cas, dans lequel au début c'est individuel, chacun met ses charges, et à un moment, comme si ça se collait, et ça commence à être semi-indépendant. Et à ce moment-là, il faut bien comprendre qu'au moment où on passe le stade d'indépendance, c'est-à-dire que maintenant, cette charge-là, elle a la capacité de demander de la nourriture et de devoir se nourrir parce qu'elle acquiert une qualité, en tout cas, de densité énergétique qui lui permet de pouvoir le faire, eh bien, elle va commencer à aller même quémander et même stimuler les gens pour avoir la nourriture. Ce qui veut dire que vous avez comme une sorte de blob qui va, à un moment, aller rentrer dans une maison, et puis la maison, c'est pas qu'elle vibre mal ou spécifiquement machin, etc. Imaginons que même une maison vient de se construire à côté et se colle, vous voyez, aux choses, et à un moment arrive à colmater une partie de ce blob, machin, le truc il va venir, et à un moment, d'un seul coup pour rien, la personne elle n'est pas très bien, elle rentre du travail, et d'un seul coup, eh ben, ce truc-là il va venir, et il va stimuler la personne. Il va amener la personne à être encore plus dépressive, encore plus lourde. Elle va s'énerver, elle va machin. Et quand l'autre aura bien transpiré toutes ces énergies, le truc il va s'en nourrir. Et une fois qu'il aura pris ce qu'il faut, et ben, il va repartir. Et l'autre personne elle sera vidée de son énergie, elle ira un peu mieux et machin et machin. Vous voyez, ça paraît un film d'horreur quand on le voit comme ça. Et pourtant c'est vraiment une réalité vibratoire. C'est une réalité. Et c'est pour ça que on est vraiment, et je vous parlais de ce phénomène d'huître.
Parce qu'en fait, j'ai appelé ça les huîtres, parce que ce style de blob, c'est quelque chose qui est vicieux, dans le sens où parfois, vous rentrez dans une maison, et en arrivant dans la maison, elle est plombée, mais elle n'est pas si plombée que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette entité, elle n'a pas forcément faim. C'est comme si elle se retirait. Il y a une énergie qui est lourde. Et à un moment, on ne sait pas pourquoi, c'est-à-dire que les personnes sont en train de parler d'un sujet, et à un moment, il y a un truc qui monte. On sent un truc qui monte, commence à prendre les gens, parce que je sais pas, les gens baissent en fréquence dans leurs discussions, etc. Et il y a un truc qui prend l'énergie et qui commence à générer une énergie un peu lourde, un peu machin, et tout le monde se prend un peu la tête. Dans la maison, on sent que c'est lourd, on a mal à la tête, on commence à avoir des pensées négatives. Ben là, il est en train de se nourrir. Il est en train de commencer à machin. Il pompe, et à un moment, ça redescend. Et vous savez, je l'avais vraiment remarqué ça, c'est qu'à un moment, quand je faisais les maisons, vous savez, on arrive avec une énergie, hein, il y a quand même le divin qui est là, on est dans un processus de nettoyage, on vient pour faire un travail en fait d'épuration, de purification du lieu. Et ben, il y a quelque chose qui faisait que des fois, ça m'était arrivé de passer dans une maison avant le nettoyage, sans être accompagné par cette énergie de nettoyage, et de voir que la maison elle était plombée, mais bon, bah, voilà, pas tant que ça. Et au moment où j'arrive, et là je suis sous le canal pour aller faire ce travail-là, parce qu'il y a cette intention, cet élan qui est là, il y a le divin qui accompagne, et bien la maison, d'un seul coup, elle se mettait à trembler. Les énergies commençaient à marcher en dessous, je sentais ce blob qui commençait à arriver, et là, il sortait pour se protéger, et je me faisais comme un alpagué, pris dedans, etc. Comme s'il sentait en fait que la lumière était là, allait en tout cas le dégager. Et je remarquais que quand ces entités étaient devenues comme des huîtres, c'est-à-dire cette masse gluante indépendante dans le lieu, eh ben, il fallait longtemps en fait pour le nettoyer. Le nettoyage allait durer plus longtemps parce qu'il fallait arracher par couches jusqu'à ce qu'on arrive au noyau, qui est un peu le noyau de conscience, en tout cas, complètement informe et inconscient, on s'entend, c'est pas du tout intelligent. C'est une sorte de blob très primitif, parce que c'est pas, il n'y a aucune intelligence qui est insufflée dedans, mais il faut aller l'arracher. Et tant qu'on ne l'a pas arraché, c'est là que c'est une entité particulière, tant qu'on ne l'a pas arraché, eh ben, il est capable de se reconstituer très rapidement. Il faut arracher le noyau. Il faut arriver jusqu'au noyau. Et si on arrive à arracher le noyau, voilà, après on est un petit peu débarrassé. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit, c'est qu'on ne le fait pas en faisant de la sauge. Ceux qui donnent des conseils aux gens vraiment pour aller harmoniser, nettoyer des lieux avec la sauge, c'est des gens qui ne savent pas nettoyer les lieux. Enfin, il faut quand même être conscient des choses. Je veux dire, ils ont peu d'expérience sur la nature des énergies d'un espace de vie. Là où on rentre dans le processus, c'est que comme on est sur un principe de « il faut aller haut pour toucher bas », parce qu'on est toujours dans le principe « plus vous montez haut, plus vous pouvez descendre bas », quand on est face à des énergies telles que ces entités-là, il va falloir monter haut, mais y rester longtemps, parce qu'il y a un phénomène de Karcher. Il faut même monter un peu plus haut qu'on peut descendre en bas, parce qu'il va falloir un aspirateur qui va se faire, comme on l'a fait hier dans le nettoyage tous ensemble, par vague, par slave, par descente de la mer, qui va attraper vers le bas et qui va remonter vers le haut, qui va attraper, etc., jusqu'à ce qu'on attrape le noyau. Et parfois, ces entités-là, c'est marrant, elles se débattent, on le sent, ça bouge, ça veut partir, mais c'est attrapé par la mer, ça tape, et après, c'est arraché, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on l'ait dégagé. Donc c'est un phénomène, en tout cas, intéressant, qu'il ne faut pas prendre, en tout cas, comme quelque chose d'extrêmement simple. Et c'est pour ça que le nettoyage peut demander du temps, peut demander le fait de rester du temps, méditation, pour monter en vibration, faire descendre le divin, que la lumière puisse descendre, etc. Et ça, on ne va pas pouvoir le faire avec les esprits de la nature, on ne va pas pouvoir le faire avec les entités spécifiques, il va falloir le faire avec ce processus de monter en haut dans des plans le plus haut possible pour que cette lumière révèle et ait une action sur les plans les plus bas. Donc là, on est vraiment dans le processus de canal, de nettoyage, qui peut parfois nous laisser en méditation pendant 2h30 ou 3 heures, ou choses comme ça, jusqu'à ce qu'on l'ait attrapé et qu'on l'ait dégagé. Ensuite, une fois que c'est dégagé, l'espace est libre. Mais le problème, c'est que la nature a horreur du vide. Donc c'est là qu'il va falloir remettre absolument des énergies rapidement dans le lieu. Il faudrait du temps, on va dire, vraiment pour que les énergies se rechargent, puisque là, on est vraiment sur des choses qui sont là depuis des années. Pour qu'un blob, généralement, se crée comme ça, ou une huître, il faut quand même, généralement, quelques années, peut-être des fois des générations, qui passent et qui ne nettoient pas pour que le truc devienne une sorte de masse informe qui soit plombée. Mais il y en a beaucoup plus que ce que l'on imagine. Beaucoup, beaucoup plus. Comme je vous disais, la moyenne nationale des maisons, naturellement, que l'on voit, est basse. On est en dessous de la norme. Toutes les maisons sont généralement une énergie qui est en dessous d'une moyenne neutre. Parce que les gens ne nettoient pas leur lieu, tout simplement. C'est aussi simple que ça.
Hein, c'est comme si, ouais, il n'y a pas d'autre raison à ça. Et comme je vous disais, même si à une époque on avait cette connaissance, on l'avait un peu plus pour ce qui était des lieux sacrés, des endroits en utilisant de l'ambre, des encens, des incantations dans des lieux sacrés. Mais dans les maisons, à une certaine époque, on l'utilisait aussi. Il y avait des choses qui étaient faites pour nettoyer les lieux, empêcher certaines entités, etc. Et on a totalement perdu ça. On voit la maison comme un objet, comme quelque chose de fixe. Tout est un objet. Même l'homme est devenu un objet. Vous voyez, à tel point, l'homme est devenu tellement un objet qu'on en vient à mettre des puces électroniques dans le cerveau, des puces sous la peau, et qu'on commence ce transhumanisme, hein, qui a commencé par le fait où déjà ça, c'est déjà la continuité de notre conscience, il faut le dire. Hein. Ça n'a pas été greffé, c'est nous qui nous le greffons tout seuls. Hein. Vous voyez ? Mais c'est déjà la chose, c'est déjà sans notre portable, on est déjà diminué. On est mutilé, puisqu'on n'a plus accès à ça, on n'a plus accès à notre famille, on n'a plus accès à nos problèmes. À nos problèmes. Le lapsus, hein, révélateur de ce que m'apporte mon portable. Hein, vous voyez, c'est carrément terrible. Mais c'est quelque chose qui se fait, vous voyez, totalement insigneusement, naturellement, et on rentre complètement dedans en toute bonne volonté même d'ailleurs. Vous voyez, personne ne nous force à rien, on s'y retrouve complètement pris. Et donc, en fait, dans un lieu comme ça, comme je vous dis, si vous ne nettoyez pas, et si on ne nettoie pas, en tout cas notre lieu, effectivement, on peut se retrouver malgré nous, pris dans des énergies où on ne comprend pas en fait d'où ça vient. Parce qu'on fait du travail sur soi, on médite, et c'est pas parce qu'on médite dans notre lieu ou qu'on vit bien, etc., que ce truc, il est dégagé. C'est pas parce que vous poussez les poubelles à droite à gauche et vous mettez dans les armoires et vous tentez de faire bien autour du canapé que ça pue pas dans la maison et que ça empêche à des rats de venir. Hein, faut comprendre en fait ce processus-là par rapport à ça. C'est pour ça que le nettoyage va être important. Et une fois qu'on a nettoyé, il va falloir remettre des énergies. Dans le processus d'harmonisation, on va avoir tout ce qui va être lié au rééquilibrage du lieu. Donc il va falloir retravailler effectivement, après avoir nettoyé, qui est vraiment la base, hein, on fait propre, hein, on va aller commencer à rééquilibrer tout ce qui va être les sources, les failles, les croisements de réseaux telluriques, les problématiques qui vont être liées à des choses qui sont parfois qui ont une induction à plusieurs kilomètres, même parfois du lieu. Vous voyez, on n'est pas forcément à des problématiques. Il y a des problématiques dans lesquelles une montagne, un lieu, un bâtiment, une antenne relais, n'importe quoi, en fait, a une vraie incidence sur le lieu. Mais là, la chose, c'est que là, on va travailler avec les esprits de la nature, et on va pouvoir faire un vrai travail. Parce que dans les techniques géobiologiques actuelles, le problème, généralement, pour ceux qui ne travaillent pas avec le vivant, avec les consciences intelligentes et organisatrices des différents plans de conscience, c'est qu'on est face à notre vision des problèmes. On est face à notre vision des problématiques telluriques telles qu'on les connaît un petit peu ou énumérées et que l'on cherche, certains avec des outils, etc. Voilà, qu'importe la manière dont on le fait. Alors que quand on travaille avec ces forces-là, elles sont capables parfois déjà de respecter le lieu, de ne pas infuser des énergies qui ne sont pas adaptées à l'énergie du lieu, d'amener une harmonie avec les forces qui sont vivantes sur le lieu, et en plus de ça, de neutraliser des problématiques dont on n'a même pas conscience, qui viennent peut-être de 6 km sous la terre à des endroits où il y a des faisceaux, des rayons, des courants telluriques qui peuvent être problématiques et que l'on ne voit pas à première vue. Vous voyez, c'est déjà tout l'intérêt en tout cas de faire ça. On est déjà dans un rééquilibrage. Et après ensuite, une fois que c'est fait, on a l'harmonisation. Et l'harmonisation, c'est encore un autre sujet qu'on verra, dans lequel là, on va mettre des informations dans le lieu, divines, vivantes, évolutives, qui vont amener, on va dire, les habitants à vivre dans un lieu vivant et qui les porte, et dans lequel cette énergie va les amener à rendre le lieu thérapeutique et un lieu d'élévation de conscience. Vous voyez ? Mais ça, on le verra dans les prochains modules, quand on va commencer à mettre ces énergies-là en place. Et vous verrez qu'une fois qu'on a fait ces trois choses, nettoyage, équilibrage, harmonisation, on a un lieu qui commence à porter quelque chose qui va nourrir le vivant, qui va nourrir l'habitant. Et ça devrait être la base pour toutes les maisons. Et ça paraît même presque bête de dire ça, mais c'est comme si vous aviez quelqu'un qui s'habillait mal, qui avait des vêtements sales, qui s'était pas lavé depuis des jours, et la base va dire, c'est déjà, on va te nettoyer, il faut que tu apprennes à être propre, tu vois. Et ensuite, il faut que tu mettes des vêtements qui te vont. Tu es un homme, tu vas mettre des vêtements d'homme. Il fait froid, tu vas mettre une doudoune. On va équilibrer, tu vois, les choses par rapport à ça, vous voyez. Et ensuite, on va harmoniser les couleurs. On ne met pas une doudoune avec une jupe, avec des grosses chaussettes et des sandales, vous voyez. On peut. On peut.
Mais c'est peut-être, selon le pays, l'endroit, etc., c'est peut-être moins harmonisé, en tout cas, que si on trouvait quelque chose qui harmonise un peu les couleurs, l'être, etc., qui fait que la personne, elle se sent bien dans ses couleurs, elle se sent bien dans ce qu'elle porte, comme ce que chacun d'entre nous tente de faire, et trouver, en tout cas, une certaine harmonie, en tout cas, quand il s'habille, hein, en tout cas, dans ce qu'il aime. Vous voyez? Donc, voilà, on est vraiment sur ce truc-là, hein, nettoyage, équilibrage, harmonisation. Et là, on a quelque chose de bien. Et à partir de là, si on maintient son hygiène, on apprend à nettoyer son lieu naturellement. Si l'équilibrage a été fait, il n'y a pas de raison qu'il se redéséquilibre, sauf s'il y a des problèmes telluriques particuliers, mais autrement, les esprits de la nature peuvent s'en occuper. Et une fois que l'harmonisation, elle est installée, et bien là, normalement, les seules entités qui peuvent venir, ce seraient les entités qui seraient attirées par la personne et qui viendraient dans la personne. Et encore, arrivées dans le lieu, elles n'auraient pas de possibilité d'y rester trop longtemps, puisque naturellement, les fréquences du lieu amèneraient ces entités à ne pas rester dans la sphère aurique de la personne. Sauf si elle tient vraiment une couche et elle maintient dans son énergie ça, mais le lieu a quand même un certain pouvoir justement qui amène le lieu à ne plus attirer naturellement, déjà par sa vibration, des entités négatives. Donc là, on commence à être déjà dans quelque chose qui porte notre aspiration, qui porte notre chemin intérieur, notre chemin quotidien, notre chemin ordinaire, en tout cas de conscience, mais aussi humain, en tout cas dans lequel on part sur de bonnes bases pour avoir un lieu qui est régénérant, pour bien dormir, pour que les relations soient harmonieuses. Vous voyez, c'est vraiment la base des choses. Donc des fois, il y a des thérapeutes qui vont soigner des personnes mais ils n'ont même pas travaillé sur la maison. Vous voyez, c'est compliqué. C'est comme si parfois, vous aviez une personne qui vient et qui vous dit qu'elle est pas bien dans ses t-shirts, elle a l'impression que, je sais pas, c'est pas bien, etc. Mais elle s'est pas lavée depuis 6 mois. Et la personne va tenter de lui recoudre un petit peu le truc, va lui changer le vêtement. Vous êtes bien là? Et puis au moment du cabinet, elle dit « Ah ouais, je suis bien, c'est vrai, je me sens bien. » Mais 4 jours après, oh, ça pue pareil que l'autre. Vous voyez? Et elle revient. Mais je ne dis pas que la thérapie ne sert à rien. Je dis juste que parfois, on ne voit pas les choses de manière intégrale. Et on ne travaille pas sur tous les plans. Le tout, ce n'est pas juste d'avoir un chemin spirituel ou d'être ouvert ou de travailler sur une blessure pour se sentir mieux. C'est d'essayer, dans tous les aspects de notre vie, dans les relations que nous avons, dans comment nous avons notre lien avec nous-mêmes, comment nous vivons le lien avec les autres, notre lien au divin, le lieu dans lequel nous accueille, le département, le pays dans lequel on veut vivre, la maison que l'on a, l'énergie que l'on met et qui nous soutient en tout cas dans notre vie, le travail que l'on a choisi et qui vibre pour nous. Vous voyez, plus petit à petit, on va être intégral dans notre manière d'organiser notre vie et de choisir naturellement dans notre incarnation des choix qui nous mettent en joie et qui nous font vibrer, plus on se rapproche évidemment d'un chemin spirituel qui va nous rendre heureux, d'un chemin, d'un chemin spirituel qui nous rend heureux, c'est pas le mot, mais d'un chemin qui va nous rendre heureux et de quelque chose qui va nous porter. Et là, on va toucher à un bonheur plus fréquent. On va toucher à une évidence, à une contemplation de vie, à une gratitude en fait naturelle envers la vie, parce que où que l'on regarde, on a des choix qui nous font vibrer, on a des choses qui nous soutiennent et nous portent. Mais si à un moment, vous voyez, vous ne pouvez pas être heureux dans une belle maison, à un bel endroit, avec, imaginons, les moyens qu'il faut, etc., si vous êtes avec une personne toxique, hyper toxique, qui vit dans la maison avec vous. Je prends un exemple tout bête. Il suffit d'un seul élément dans le lieu pour vous foutre en l'air tout votre petit bonheur généré autour de vous. Parce qu'à chaque fois que vous rentrez, vous ne supportez plus votre maison alors qu'elle vibre bien, vous ne supportez plus votre lieu parce qu'à chaque fois que vous rentrez, vous voyez cette personne-là, et ainsi de suite. Vous voyez, tout doit être organisé au mieux et les choix, ils doivent nous porter vers la joie. Tout doit être porté vers la joie. S'il n'y a pas de joie, c'est quelque chose qui ne va pas. Si on commence à se contracter, il y a des trucs, etc. qui nous portent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut se poser dessus. C'est important. Que ce soit dans les projets pro ou les choses comme ça, etc. Et c'est toujours important de ne pas mettre de côté des petits trucs qu'on ressent, de machin, etc. Toujours regarder l'élan, l'intention qui porte les projets, l'intention qui porte nos actions, et ainsi de suite, pour être de plus en plus clair, de plus en plus aligné, en tout cas, avec ce à quoi on aspire. Et là, il y a un phénomène magique, c'est que le divin nous répond. C'est qu'à partir du moment où on s'écoute, à partir du moment où on écoute notre cœur, et on va vers quoi qui est juste et qui nous fait vibrer, eh ben, il y a un phénomène naturel qui fait que la vibration de joie, de bonheur, d'amour et qui nous porte, eh ben, descend en fait en nous. Et il y a comme un phénomène, en tout cas naturel, d'une sorte d'alchimie, un petit peu qui se fait, qui fait que le divin nous soutient et il y a quelque chose, un phénomène d'abondance naturelle qui peut venir, qui peut remplir
Comme si un petit peu le divin était en joie que nous soyons en joie. Le divin vibrait que nous soyons dans le bonheur. Vous voyez, il n'y a pas d'autre intention en fait pour le divin. Nous sommes le divin lui-même, vous voyez. Donc la joie, le bonheur, c'est avant tout ce qui porte notre vie. Avant même que certaines personnes, vous savez, des fois je vous parle, je vous dis oui, il y a un travail à faire, il y a un labour, il y a un truc, mais ça c'est les conséquences un petit peu de notre vision humaine sur un travail qu'il y a à faire et qui se fait naturellement, vous voyez, parce que c'est comme ça. Mais en fait, naturellement, le divin, il ne nous demande pas de travailler. C'est notre manière de le vivre qui fait qu'on dit que c'est un travail. Le divin ne nous demande pas de labourer et de nettoyer le monde. C'est lui-même qui le fait et c'est un phénomène naturel de l'évolution. Ce qu'il veut, c'est incarner, si on disait ça d'une manière humaine, c'est incarner un monde d'amour, c'est d'enraciner, en tout cas, en libérant les principes d'inversion qui vont être les supports, en tout cas, de réalisation, l'amour sur cette terre, une création qui est magnifique. Et peut-être que cette période que nous vivons de quelques milliers d'années ou de centaines de milliers d'années qui correspond à la naissance de ce règne mental, à ce règne de souffrance, un petit peu d'identification, machin, et peut-être qu'une milliseconde par rapport au grand règne supramental et lumineux qui va avoir lieu par la suite, en tout cas, sur cette terre pour l'éternité, en fait, quand tout ça, ça va se faire. On peut imaginer plein de choses. C'est quand même merveilleux. C'est pour ça que je vous dis, mettez toutes les chances de votre côté. Moi, je tente de le faire, au mieux de ce que je peux faire, et je vous assure qu'en tout cas, ça porte ses fruits. Quand on apprend à s'écouter, quand on apprend à s'autoriser aussi à faire les choses, eh ben, il y a des choses qui grandissent, qui se font, et on voit que la vie répond. Enfin, la vie, elle n'est pas du tout, on va dire, inconsciente, elle n'est pas du tout aveugle, et avant tout, elle ne demande pas à ce qu'on l'écoute, elle demande à ce que nous nous écoutions. Et ça, c'est un phénomène qui est parfois mal compris. C'est-à-dire que les gens pensent parfois que c'est égoïste de faire certaines choses, de penser à soi, alors que là-bas, c'est d'abord de penser à soi, et ensuite de penser aux autres, si on dit ça comme ça. Parce qu'en pensant à soi, on se donne toutes les possibilités, en tout cas, de pouvoir être fort, ancré, lumineux, d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir aider les autres. Et on ne peut pas aider les autres si on n'a pas ce qu'il faut pour aider les autres. Avant de donner de l'argent aux autres, gagnez votre argent. Parce qu'il vous faudra de l'argent pour donner de l'argent aux autres. Vous voyez ? Regardez dans un avion. Qu'est-ce qui est donné comme consigne en premier lieu ? Attachez votre ceinture et avec votre enfant. Si d'un seul coup, il y a les masques à oxygène qui tombent. Qu'est-ce qu'on vous dit en premier, le plus important ? Voilà, c'est d'abord prenez l'oxygène et ensuite donnez l'oxygène à votre enfant à côté. Alors que naturellement, en tant que parent, on veut donner tout de suite l'oxygène à l'enfant. Mais le problème, c'est comme il ne sait pas s'en servir et on ne pourra peut-être pas le tenir parce qu'on n'a plus de truc, eh ben, on risque de le faire tomber, etc. Il risque de ne pas pouvoir s'en servir. Donc on s'occupe d'abord de nous et ensuite on s'occupe des autres. Ça paraît bête comme ça parce qu'on se dit non, il faut d'abord faire pour les autres. Mais combien de personnes ont naturellement cet élan de se dire « Ah, je vais donner mon amour aux autres, je veux être utile dans le monde, etc. » Alors qu'ils ne sont même pas utiles pour eux-mêmes. Ils ne vivent même pas ce qu'ils aiment. Donc leur élan, c'est de combler un manque. C'est de combler un manque d'utilité qu'ils ont en fait pour le monde et pour la vie. Enfin, pour eux. Donc de ce fait, ils ne risquent pas de remplir quoi que ce soit. Ils se mettent au service d'une sorte de cause qui philosophiquement est intéressante, mais dans laquelle ils ne portent rien de vibrant, de rayonnant et de vrai pour permettre à cette lumière et à ce maillon qu'il représente d'être un vrai poids en tout cas et de peser en tout cas quelque chose pour ce changement. C'est pour ça que ce qui est important, on dit toujours transformons-nous nous-mêmes pour transformer le monde. Pensons à nous pour pouvoir aider les autres. Apprenons à nous aimer et à aimer en tout cas et à rayonner, à réaliser au moins un pourcentage d'amour pour être capable de le rayonner et le donner aux autres. Apprenons à se connaître pour être capable d'apprendre aux autres personnes à se connaître. Et ainsi de suite, vous voyez ? Donc c'est toujours la même chose. C'est pour ça que le travail individuel va toujours primer sur le travail collectif. Et ensuite, quand on est prêt, on peut aller vers le travail collectif. C'est ce qu'on retrouve un petit peu, vous voyez, dans tous ces groupes un peu collectifs de communautés où la plupart des personnes n'ont pas travaillé sur elles. Un petit peu les éco-hameaux, les communautés, les collectifs, etc., qui deviennent des énormes centres de développement personnel et tout le monde se prend la tête et ça part, ça vient, et machin, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont même pas, parfois, pour certains, commencé à travailler sur eux et déjà organisé intérieurement quelque chose qui permet la relation, le partage, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est ça qui fait que des fois, ça peut bloquer dans des communautés ou des choses comme ça, parce que la vie va organiser les choses pour les faire travailler d'abord individuellement, avant d'organiser le collectif. C'est pour ça que le vivre ensemble, c'est pas évident. Et on ne peut pas vivre ensemble si on ne sait pas vivre avec soi. Plus une personne sait
se prendre en charge, plus elle est capable de pouvoir intégrer, en tout cas une communauté, ou de vivre avec les autres et d'avoir un partage, même territorialement énergétique, sain, même dans son capacité à dire non, à dire oui, et ainsi de suite. Dans une communauté, non, je ne fais pas ça. Non, je ne veux pas vivre à côté de toi. Non, je veux que ce truc, ce soit là. Non, j'ai besoin de mon jardin, vous voyez. Alors que quand on est dans une vision philosophique, oh, on va faire un jardin partagé, à un moment, il y a des trucs où l'autre, il s'en occupe plus, l'autre machin, on n'est pas content, et puis on ne le sentait pas bien, on n'a pas osé dire non, on ne s'est pas écouté, parce qu'on y croyait, parce qu'on a fait confiance, parce qu'on a donné notre pouvoir à la communauté, et ainsi de suite, vous voyez. Donc c'est toujours cet ancrage, cet alignement individuel qui permet, en tout cas, de pouvoir organiser, enfin, pouvoir incarner le monde de demain. Vous voyez, c'est nous qui incarnerons les politiques de demain. C'est nous qui incarnerons le monde de demain. Ce n'est pas le monde de demain qui va nous incarner à un certain niveau. Et en même temps, le monde de demain est déjà là. Et il rayonne déjà quelque chose qui influe et qui nous attire à lui. Vous voyez? Et c'est encore un grand principe d'inversion naturelle qui fait que l'on va vers ce qui est déjà réalisé. Mais bon, ça c'est encore autre chose.